Sorcières, sorciers des moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Et déjà 1 an, 10 épisodes que l'on vous fait partager notre rêve de cerf d'aigle avec ce podcast. Donc pour ce premier anniversaire, nous avons préparé un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous servir un bon thé de Noël, à vous installer au coin de la cheminée de notre merveilleuse bibliothèque. Avec nos amis de la Gazette du Sorcier, nous vous avons concocté une sélection de livres approuvés par Aspic. Des ouvrages intéressants et captivants pour plonger encore plus loin dans l'analyse de notre saga favorite. Autant de cadeaux à déposer au pied du sapin, si vous avez cet épisode à temps. Donc pour l'occasion, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Pantalémon. Bonsoir, ou bonjour. Que nos fidèles auditeurs auront peut-être reconnu pour l'avoir entendu dans l'épisode 2. Et ainsi que Naria. Bonsoir. Qui est aussi rédactrice à la Gazette, experte en DIY et qui vient défendre... j'allais le dire à nouveau, qui vient défendre le fait qu'il n'y a pas que des cerfs d'aigle, mais non, on représente quand même trois maisons autour de cette table, donc il manque... Juste Gryffondor. Il manque juste des Gryffondors, mais c'est pas très étonnant, hein. On va dire ça comme ça, que c'est peut-être pas ceux qui sont les plus réputés pour être des grands lecteurs. Je sais pas, j'ai joué Gryffondor au Munchkin tout à l'heure, ça compte. Donc tu nous as prouvé que les Gryffondors savaient lire. Bon, ça c'est la petite note. Alors, donc, on va donc faire ensemble un tour de notre bibliothèque. Et pour cela, on va commencer par le rayonnage histoire, mythologie et folklore, qui est un rayonnage qui est quand même assez fourni en beaux livres. Et on va commencer par un livre assez ancien qui s'appelle Les mondes magiques de Harry Potter, ou en VO The Magical Worlds of Harry Potter, a Treasury of Myths, Legends and Fascinating Facts, par David Colbert, qui a été publié en 2002. Donc, on est plusieurs autour de cette table à l'avoir lu, et on est aussi plusieurs pour qui ça a été probablement le premier livre d'analyse et de référence mythologique, historique, littéraire, qu'on a eu l'occasion de lire. Je sais pas si pas que lié à Harry Potter, tous les livres d'analyse confondus. Oui, ils sont des bébés à l'époque, n'est-ce pas? Donc Alix, je sais pas si tu as des souvenirs d'enfance liés à ce livre. Oui, voilà, effectivement, je pense que c'est le premier livre dérivé que j'ai lu. En 2002, c'était bien, ça comblait l'attente insoutenable de l'Ordre du Phénix, hein, qui traînait. On a l'impression qu'il sortirait jamais. Moi, c'est un livre que j'ai lu, du coup, j'étais en fin de primaire à l'époque. Et c'est un livre qui est tout à fait abordable, et je pense que c'est un de ses gros points positifs, c'est que c'est un livre d'analyse qui est très très facile à lire, avec des petits encarts en fait, donc sous forme de questions, si je me souviens bien, dans le sommaire. C'est ça. Des réponses qui se détaillent sous forme d'articles qui font 2-3 pages grand maximum, et sur des questions qui peuvent paraître assez simples au premier abord, mais qui permettent d'aborder énormément de choses. Donc on a notamment quelque chose sur la formule Avada Kedavra, d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est une vraie formule. Donc ça explique les origines de cette formule. Donc c'est un talisman éthiopien, si je me souviens bien. Il y a aussi un livre, une question sur, il me semble, l'origine des licornes. Non, comment capturer une licorne? Comment capturer une licorne? Est-ce que les basiliques ne seraient-ils que de gros serpents? En quoi le chocolat peut-il être utile lorsqu'on a échappé à un détraqueur? Voilà, c'est des questions qui sont pas, je pense, qui ne rebutent pas, qui attisent la curiosité, qui ne sont pas, qui paraissent pas pompeuses. Et je pense que c'est important pour un lectorat jeune de pas se dire oh là là, juste le sommaire, je comprends même pas le vocabulaire employé. Et après, voilà, c'est expliqué de manière très très concise, très simple, avec des petits dessins, des petits schémas autour qui agrémentent bien la lecture sans prendre trop de place. Et donc il y a des rappels sur
les textes anciens, donc il y a les textes de Homère, il y a des choses aussi sur tout ce qui est le folklore anglo-saxon, voilà, sur cette sorte de talisman par exemple, toutes les croyances possibles, et voilà, des éléments historiques, d'où viennent la chasse aux sorcières, la marque de ténèbres, voilà, à quoi ça peut être relié dans notre histoire. Ça mêle à la fois la mythologie, de l'histoire, des références littéraires, c'est assez varié dans les références qui sont balayées, et très accessible, je pense qu'on était d'accord pour dire que c'était lisible par tous dès 10-12 ans. C'est l'âge en tout cas auquel on... Moi j'avais 9 ans, je crois. Dans 2002, voilà, c'est l'âge que j'avais 9 ans. Donc c'est les premiers lecteurs d'Harry Potter. Les premiers lecteurs, voilà, nous c'est sorti au moment où les 4 premiers tomes étaient sortis. Donc à savoir aussi du coup, c'est que toutes les références au livre sont forcément que sur les tomes qui étaient déjà sortis à l'époque. Donc il n'y aura pas de référence à des événements ou à des créatures ou à des choses qui n'apparaissent que dans les derniers tomes. Mais c'est vraiment une super introduction pour aller plus loin que la lecture et pour attiser la curiosité et s'initier peut-être même à la recherche, parce que ça donne envie d'aller... c'est aussi très riche aussi en références, donc même pour les plus grands, c'est pas du tout infantilisant non plus. Donc en tant qu'adulte, on peut prendre aussi beaucoup de plaisir à le lire sans avoir l'impression de lire un livre d'images des 5 ans, quoi. et justement, pour les grands, elle est un peu plus grand, il y a toutes les références citées de manière très scientifique, et où du coup, ça peut donner envie de retourner dans les textes d'origine, si on est vraiment... Oui, voilà, si un sujet ne nous intéresse pas forcément au premier abord, voilà, c'est une manière un peu légère, un peu différente de l'aborder, et donc ça permet peut-être de se réconcilier aussi avec quelqu'un qui serait écœuré de la mythologie grecque par exemple. Voilà, ça peut être ça peut être une bonne redécouverte en tout cas de... Donc on le conseille, on ne sait pas s'il est encore édité, parce qu'il est quand même assez ancien, mais il est trouvable en ligne d'occasion. On trouve assez facilement d'occasion. Ouais. Donc voilà pour les mondes magiques de Harry Potter de David Colbert. On peut passer on peut passer au guide de l'apprenti sorcier, qui est aussi assez ancien, puisqu'il a été publié en 2004. Donc c'est par Alan et Elisabeth Kronzek. Ça va être publié en 2001 en anglais et publié 2004 pour la version française. Donc là c'est plus un livre qui vise un public un peu plus âgé. Je crois que je suis la seule à l'avoir lu ici. Oui, tout à fait. Donc c'est un livre qui vise un public un peu plus âgé que le David Colbert. Enfin, déjà il y a beaucoup plus il est un peu plus long, plus mastoc. Et donc là ça se présente plus comme un dictionnaire en fait de la magie. Alors vous avez A comme amulette, C comme charme, G comme géant, etc. Avec des petits articles à nouveau qui reviennent sur les origines de ces différents éléments de la saga. Enfin voilà quoi. Justement, c'est pas des éléments qui ont été inventés par Rowling, c'est des choses qui étaient déjà présentes dans la littérature, dans l'histoire, etc. Et un peu d'où ça vient. Alors, c'est un peu plus inégal au niveau de la longueur des entrées. Il y en a qui sont très longues et il y en a qui font vraiment juste une page. Il y a beaucoup plus de sujets qui sont abordés. Mais là, en le reparcourant, je trouve qu'il y a quand même un petit peu moins d'analyse sur certains, qu'il y a peut-être un peu moins de références qui sont citées, mais qui couvrent un spectre un peu plus large. Ouais, physiquement, il est plus épais déjà que le premier qu'on a cité. Il est plus épais, il y a toujours des petites illustrations aussi assez sympathiques, des petits encadrés sur certains thèmes, l'origine, les malédictions notamment, quelque chose qui revient souvent dans Harry Potter, d'où ça vient, cette peur des malédictions, etc. Donc il y a un petit encart sur notamment la malédiction de la momie, dans les tombeaux égyptiens, etc. Mais c'est une entrée par exemple qui fait 5 pages, alors qu'il y en a qui font juste une page et demie, donc c'est peut-être un peu plus un peu moins formaté à ce niveau-là, mais bon, après c'est logique que certains il y ait moins de choses à dire. Donc à nouveau, livre publié en 2004, qui date de 2001,
à la base, donc ça veut dire qu'il n'y avait que les 4 premiers tomes qui ont été pris en compte. Non, pardon, je dis une bêtise. Il y a eu une réédition en fait, et donc ça prend en compte le tome 5, puisqu'il y a un article notamment sur le voile. De la fin de tome 5, le voile du ministère. Oui, parce qu'il faut faire gaffe dans le contexte actuel, un article sur le voile, c'est... Oui, pardon. Le voile dans le ministère de la magie, dans la chambre de la mort. Le voile de la mort. Voilà. Et donc tout ce que ça symbolise, etc. Donc, ouais, pour un public plus âgé, un nouveau livre qui est plus édité, c'était édité chez l'Archipel, mais que vous pouvez trouver, je pense, assez facilement d'occasion aussi. Oui. On le voit beaucoup. Ah oui, on le voit Oui. beaucoup. Quand on voit la couverture, on le voit... Oui, on ne peut pas on le l'a pas manquer. décrit, mais il a un magnifique dégradé de orange tirant sur le bleu. On dirait une pub pour les Weasley en fait, c'est une explosion, donc ne vous fiez surtout pas à la couverture. Dans un pur style des fins années 90, début 2000. Ouais. Le Le début de Word. Avec un faux fermoir doré dessus en photo. Enfin, voilà. C'est de toute beauté. Mais voilà, avec... moi, ce que j'aimais bien, je me souviens d'un article sur l'arithmancie, l'origine, cette matière qui est un peu mystérieuse quand on découvre la saga, et qui revient un peu sur qu'est-ce que c'est l'arithmancie, comment ça fonctionne, à quoi ça servait. Donc voilà, c'est pour des ados, je pense que ça peut être très intéressant. Oui, ça reste accessible dans le... C'est ça. Mais du coup, à nouveau, qui a le petit défaut d'être un peu incomplet, enfin voilà, qui ne prend pas en compte l'intégralité du monde magique. Voilà. Et donc maintenant, on va peut-être parler d'une publication beaucoup plus récente, puisque le prochain livre dont on va parler a été publié en 2018. Et il s'agit de Le Monde Antique de Harry Potter, de Blandine Le Calais. Et donc là, cette fois-ci, autour de la table, c'est Naria qui l'a lu. C'est la seule autour de la table à l'avoir lu. Donc Naria, je crois que c'est un de tes chouchous. Oui, parce que c'est un très très bel ouvrage. Donc en fait, Blandine Le Calais l'a rédigé et sa fille qui est en études de dessin lui a réalisé l'ensemble des illustrations présentes dans le livre. Donc il y a beaucoup de textes, c'est vraiment un livre pour adultes. Je pense ou alors adolescents un peu plus âgés, où il y a, donc c'est un rangement par ordre alphabétique de l'ensemble des mots, formules non propres de l'univers Harry Potter. Ils sont intégralement décortiqués, où on a en plus une nouvelle analyse. Parce qu'on a souvent vu des choses, par exemple, sur la famille Black, avec le fait que chaque enfant porte le nom d'une des étoiles, et en quoi toute la mythologie qui est derrière renvoie aussi à des traits de caractère. Mais elle va beaucoup plus loin, elle va vraiment sur de l'analyse, et on a une nouvelle vision de tous ces noms, puisqu'elle ne se base pas seulement sur l'origine latine de l'ensemble des noms, elle va faire des corrélations avec d'autres canons ou d'autres histoires. C'est pour ça qu'on est vraiment sur l'encyclopédie du monde antique, au sens large d'Harry Potter. C'est un bouquin que j'adore parce que c'est réellement une bible quand on est Potterhead, ou quand on écrit par exemple des fanfictions. Je m'en sers beaucoup pour ça parce que c'est précis, il y a les références, on sait où on en est, et on a un peu le décorum autour de certains personnages qui sont souvent oubliés. Donc il y a des petites perles comme ça va même sur l'analyse des surnoms, voilà ce qu'il y a aussi derrière ce sens caché. En plus c'est un très beau livre, voilà. C'est vrai que je parlais des illustrations parce que chaque lettre est décorée avec une jolie lettrine, une gravure. Il y a de la recherche, il est vraiment agréable à lire, donc je le conseille, et c'est vrai que je l'adore. Et c'est vrai que du coup pour nos auditeurs et auditrices les plus fidèles, vous êtes déjà initiés à l'onomastique. Donc on rappelle l'étude, la création des noms et l'étude de l'origine des noms de lieux ou des noms propres. Et donc là, a priori, de ce que tu nous dis, c'est vraiment un livre d'onomastique sur chercher d'où viennent les noms, quelles sont leurs significations. Donc c'est une super ouverture. Et comme on a eu
un aperçu avec Silène. On a évidemment parlé de plein de choses, mais c'était que survolé et le sujet est quasiment inépuisable. Donc a priori, ce livre-là n'est pas de trop pour enrichir notre... Et c'est vrai que en plus, en tant que livre en lui-même, il est beau. Il a une belle couverture aussi. C'est très envie, Il donne envie. Et lui, vous le trouvez pour le coup en librairie très facilement. Oui. Il est récent, 2018. Donc celui-ci, il n'y a pas de problème pour le trouver en librairie et évidemment en ligne. Donc on va passer au dernier livre de notre rayonnage qui est là un gros beau livre. Donc Harry Potter, un monde de magie, ou en VO Harry Potter History of Magic, un ouvrage dirigé par Julian Eccleston. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Mais il s'agit en fait c'est pas marqué sur la couverture, parce qu'en fait il s'agit surtout du catalogue de l'exposition Harry Potter History of Magic qui a eu lieu à la British Library en 2017. Et donc comme toute exposition, il y a eu un ouvrage qui reprend toutes les œuvres qui ont été exposées et qui les accompagne de commentaires et aussi d'articles sur les différentes grandes thématiques qu'il y avait dans l'expo. Donc Panta, je sais que tu as dévoré ce livre et vu l'exposition, donc est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, alors ici, l'introduction est par Julian Harrison, Ah, peut-être que qui est le lead curator de l'exposition. Le commissaire de l'expo. Voilà. C'est un superbe livre pour ceux qui ont... Enfin, ceux qui ont eu la chance de voir l'exposition ou ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir. C'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment un livre qui va plonger dans la magie réelle, dans l'histoire de la magie à travers le monde et dans ce qui a pu inspirer J.K. Rowling. Donc on va découvrir plein de choses avec Harry Potter comme point de départ, on va dire. Ça va être par exemple des représentations des alchimistes dans des tableaux, des anciens manuscrits d'alchimie, des anciens livres de botanique médiévaux avec les plantes et leurs pouvoirs, ce qu'on leur attribuait comme pouvoir, les bézoars, quelles étaient les croyances qui entouraient les bézoars, la tombe de Nicolas Flamel. On a vraiment une grande diversité, un vieux chaudron qui a été trouvé dans la Tamise à une époque, des vrais balais. Non, celui-là, il n'est pas trouvé. Non, c'est un autre. C'est un autre qui est percé. Qui est percé, oui, qui a explosé, ou je sais plus. Donc c'est vraiment super intéressant comme série d'éléments et d'informations. Ce qui est très intéressant, c'est que le livre, chaque chapitre qui correspond au chapitre. Donc chaque chapitre thématique est organisé en fait suivant les chapitres de l'exposition en elle-même, puisqu'il était organisé par cours, par matière de enseigner à Poudlard. Et chaque chapitre est donc introduit par un expert dans le domaine, mais quand on parle d'expert, on parle par exemple dans la défense contre les forces du mal d'un prêtre. Et ce qui est très intéressant de voir donc, le point de vue de ces spécialistes de certains sujets, mais aussi parfois des personnes qu'on n'attend pas spécialement, et qui apportent un éclairage et une vision inédite sur un sujet enseigné à Poudlard. Ouais. Il est magnifique. Ouais, en plus il est sublime. Il y a des très belles reproductions des œuvres qui étaient exposées. Et donc là, on n'a pas précisé, mais il y a aussi des œuvres de J.K. Rowling elle-même, des illustrations qu'elle avait faites. Il y a ses archives qu'elle a mis à disposition pour l'expo. Donc on voit des brouillons, des dessins, des premières esquisses de chapitres. Je me souviens aussi du tableau d'organisation des intrigues de l'Ordre du Phénix. Oui, là par exemple, j'ai le programme scolaire. Il y a les emplois du temps. Ouais. Il y a aussi la première liste avec les noms des professeurs, Oui. la liste toutes les pistes qu'elle a envisagées pour la cérémonie du chapeau, ce genre de choses.
Donc on rentre dans les Ouais. petits papiers de J.K. Rowling aussi. Mm. Et ouais. Et avec beaucoup de contenu qui avait jamais été dévoilé. Enfin, alors il y en a, par exemple, il y avait quelques dessins qu'on connaissait mais qu'on avait en mauvaise qualité. Voilà, là du coup on a des meilleures définitions. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas du tout connus. Et il y a notamment certains brouillons, certaines intrigues dont elle n'avait jamais parlé sur son ancien site. Parce que, voilà, autant il y a certaines pistes dont elle a parlé en interview, etc. Autant là on nous parle par exemple dans la chambre des secrets, plutôt que de percuter le sol cogneur quand Harry et Ron arrivent à Poudlard avec la Ford Anglia. Là, dans cette première version, la voiture s'enfonçait dans le lac. Ouais. Et donc, ils rencontraient les êtres de l'eau à ce moment-là. Et donc là, il y a 3-4 pages avec vraiment la narration qui cherche à sortir, ils sont aidés par les êtres de l'eau pour s'extraire du lac, etc. Donc ouais, c'est pas juste quelques notes, c'est vraiment un extrait entièrement rédigé et avec justement le petit commentaire de l'éditeur qui dit « Ah, je suis pas vraiment convaincu par ce passage, peut-être qu'il faut le retravailler. » Et puis on sait que finalement, ça a été coupé. Juste préciser que cette version alternative, elle en avait parlé dans un texte sur Pottermore. D'accord. Donc c'est un texte qui, sur Pottermore, ça avait été évoqué avant que l'exposition ne paraisse. D'accord. Par contre, effectivement, un des textes qui n'avait jamais été évoqué, c'était le nain aux yeux rouges, qui est la première version de Voldemort. Ah oui. Un nain de haut. C'est comme ça qu'il était sur c'est ainsi que Cornelius Fudge le désignait dans le premier chapitre lorsqu'il parlait avec Hagrid, qui venait lui annoncer que le nain aux yeux rouges avait été vaincu. Voilà, donc c'est assez particulier. Après, dans le livre, les textes de J.K. Rowling, ces brouillons, ne sont pas traduits. Oui, ça c'est pour moi le plus gros défaut de ce livre. Oui, et même dans l'édition française. Oui. Parce que là, Oui, il faut dire qu'il est sorti en français chez Gallimard. Il y a deux versions qui existent de ce livre. Vous avez la version adulte, qui est un format à peu près le même format que les éditions illustrées. Pour vous donner une idée, les éditions illustrées par Jim Cave, c'est le même type de livre. Et vous avez un format plus souple, plus synthétique, qui est vraiment destiné cette fois-ci aux enfants, avec aussi des textes plus courts, mis en page plus aérés, et beaucoup plus d'illustrations, des petits encadrés qui remettent un peu plus de contexte pour des sujets un peu plus complexes, notamment quand on parle de défense contre les forces du mal d'un point de vue beaucoup plus religieux, etc. Quand on parle d'astrologie aussi, il y a plus d'éléments culturels qui ont été resitués un petit peu, et avec aussi pas mal de pages d'activités en fait qui sont proposées pour que les enfants fassent avec leurs parents, pour expérimenter d'une certaine façon ce qu'ils lisent et donc rendre le livre plus interactif, plus ludique et pour apprendre aussi autrement que par la lecture, quoi. Donc c'est une manière plus collective, donc ce qui est une très bonne initiative, je il n'est trouve. pas hors de prix, c'est ce que je viens de voir, il est vraiment un prix raisonnable. Donc, il est à combien du coup autour de 40 €. Ouais, c'est un tarif pour un beau livre, quoi. C'est un sacré pavé. Mais il y a un troisième format, mais qui là par contre n'existe qu'en anglais. C'est le livre e-book avec un i, qui est destiné au iPad et autres tablettes de Apple, qui est un e-book interactif, qui est aussi très intéressant parce que, autrement que par chapitre, on peut aussi parcourir le livre par lieu géographique et à travers une ligne du temps. Donc, qui va classer les objets ou les tableaux, tous les éléments qui sont abordés dans le livre, vraiment par temporalité. Donc, on peut afficher on peut les afficher un par un pour voir les premières traces de magie au monde, on va dire. Là, les premiers qui apparaissent, c'est des eaux divinatoires chinois qui datent de l'an -3000. Il me semble à peu près. On a le livre sous les yeux, on pourrait vérifier, on vous laissera ce plaisir. Et puis après, il y a donc vraiment, voilà, on avance à travers le temps et à travers l'espace, et donc c'est très intéressant de pouvoir voir un peu
les conceptions de la magie différentes d'un lieu à l'autre. Et donc cette version interactive, qui coûte moins cher que la version physique logiquement, permet ça, et donc elle apporte vraiment une autre manière d'aborder le sujet, et de découvrir le sujet et de parcourir tous ces thèmes. Donc, vous avez compris, hein, on est fan de toutes les versions. Et du coup, en parlant comme de toutes les versions, je tiens à préciser que l'exposition de la bibliothèque, de la British Library, peut être visitée virtuellement via Google Museum, ou je sais plus comment s'appelle l'application. Enfin, ils ont une simulation un peu virtuelle avec. Alors, c'est pas vraiment dans les locaux de la British. Enfin, voilà, vous voyez pas la caméra qui se balade dans mes souvenirs, mais ça vous remontre aussi à nouveau les différents éléments. Donc ça peut être aussi une alternative parce que, a priori, je vais vérifier tout de suite, mais c'est disponible en français. Ouais, mais c'est vrai que c'est là par rapport aux autres ouvrages qu'on vous a cités précédemment, donc en fonction de l'édition que vous choisissez, voilà, on va dire le catalogue de l'expo principal, on va dire, il est plutôt destiné, même carrément destiné aux adultes, là pour le coup. Mais voilà, on a différentes versions. Et aussi par rapport aux autres qu'on a cités avant, là on va beaucoup plus loin au niveau des références, des sujets abordés, puisque c'est pas que des choses auxquelles J.K. Rowling fait directement référence, on va vraiment dans l'histoire de la magie au sens large. Donc, Juste vérifier cette histoire. donc Oui, et je dirais du coup que l'exposition qui était à la British Library est partie à New York, et maintenant elle part au Japon, et pour les 20 ans d'Harry Potter au Japon, et donc on continue à espérer que peut-être un jour elle viendra en France. On espère. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent, donc la BNF, on compte sur vous. Donc je vais confirmer ce que j'ai dit. Donc la visite est bien virtuelle, c'est Google Arts and Culture, et c'est accessible en français, contrairement à l'e-book. Et donc là, vous avez plusieurs articles et photos des différents objets qui étaient exposés. Et donc voilà, c'est quand même aussi une autre manière de pouvoir prolonger la visite ou la lecture, ou de se faire peut-être aussi une idée du contenu du livre avant de l'acheter aussi. Donc voilà pour ce premier rayonnage qui était déjà bien riche, hein. Donc on va passer à un autre étagère qui est celle des autres sciences humaines et sociales, puisqu'évidemment là on a parlé d'histoire, mythologie, c'est aussi des sciences sociales, mais là on va parler maintenant de philosophie, de sociologie, de droit, de sciences politiques peut-être. Et on va commencer par la section philosophie, avec un ouvrage qui s'intitule Harry Potter à l'école de la philosophie, par Marianne Chaillan, publié en 2015. L'autrice Marianne Chaillan est professeure en philosophie et en fait elle utilise la pop culture dans ses cours au lycée notamment pour illustrer les grands philosophes et thématiques qui sont au programme du lycée par des exemples de pop culture, et là en l'occurrence par Harry Potter. Et donc en fait l'ouvrage il est en deux parties. Il y a une première partie où c'est vraiment la philosophie dans Harry Potter, où c'est par grands thèmes, grandes écoles de la philosophie. Donc il y a tout un chapitre sur l'école platonicienne et comment on retrouve des thèmes platoniciens dans la philosophie. On a aussi l'école sartrienne, donc en quoi par exemple Peter Pettigrew est l'archétype du salaud sartrien. Et voilà, sur plein d'autres choses, on parle de Nietzsche, et sur des choses qui touchent à la morale, qui touchent à la liberté, qui touchent vraiment à plein de grandes thématiques. Et une deuxième partie qui est là sur la philosophie dans Harry Potter, où là cette fois-ci Marianne Chaillan, elle pose la théorie comme quoi J.K. Rowling, en fait, via toute la saga, elle crée sa propre thèse philosophique, on va dire, qui tourne autour en fait de la mort et de l'acceptation ou le refus de la mort. C'est deux choses qui s'affrontent, avec d'un côté Harry et de l'autre côté Voldemort.
Et voilà, avec vraiment une analyse de toutes ces thématiques qui tournent autour de ça et comment philosophiquement c'est développé dans le livre. Donc, je sais que Naria, tu l'as lu aussi, ce livre? Oui, tout à fait. Donc là, vous avez entendu, peut-être juste dans ma présentation, que moi je l'aime beaucoup, ce livre. Qu'en as-tu pensé? Alors c'est vrai, quand on en avait parlé, je vous avais expliqué au sein de la rédaction que généralement quand je vois ce genre de livres sur les étals, j'y vais pas. J'y vais pas parce que j'ai toujours peur que ce soit un prétexte pour finalement faire de la philosophie sur un sujet qui vend et qui peut être intéressant. Et ben donc, comme on préparait l'émission, je me suis lancée et j'y suis allée. Et je n'ai pas du tout été déçue, puisque on aborde des thèmes de philosophie qui ne sont pas forcément évidents, surtout pour un public jeune qui va être initié à la philosophie. Et là, l'univers d'Harry Potter permet de mettre un cadre pour comprendre une situation, pour comprendre une démarche, que ce soit au sein des personnages ou sur la philosophie générale de l'œuvre. Et des fois, on remet en perspective des choses qu'on a oubliées ou des personnages qu'on a détestés. Par exemple, j'appréciais pas vraiment Dumbledore, et grâce à cette analyse, j'ai compris effectivement la démarche. Je la connaissais, je connaissais son histoire, mais là, d'avoir la perspective avec la philosophie, avec ce cheminement et cette pensée, ben, ça m'a vraiment réconciliée, et j'ai particulièrement apprécié la deuxième partie. Parce que là on est vraiment sur une analyse plus personnelle et très poussée et qui nous permet de nous remémorer la philosophie de J.K. Rowling et de tous ces enseignements qu'elle a voulu nous distiller au fil de ces 7 tomes et au fil de la scolarité d'Harry et de sa maturité aussi. Au fur et à mesure, il acquiert pas mal de choses. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et malheureusement, je ressens quand même un manque. Il y a des thèmes qui me paraissaient importants, mais il faudrait quasiment un deuxième bouquin pour amener ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose de tellement vaste que à peu près tout pourrait amener quasiment sur un bouquin. Et entre autres, la place de la femme dans la société magique, ou par exemple des elfes des maisons, j'aurais trouvé ça intéressant. Parce que c'est vrai que dans la philosophie antique, la place de l'esclave, de la femme, de l'enfant dans les sociétés était souvent évoquée. Et là, ça aurait pu faire un lien. Mais bon, je pense qu'il y a encore de quoi faire au moins un deuxième bouquin. Ouais, bah sûrement. Hein. On va lui en glisser un mot. Oui. Et ouais, j'ai trouvé des thèmes, par exemple, sur le poids du passé, sur les blacks, sur toutes ces philosophies-là sont super intéressantes. Et je pense qu'un lectorat qui a pu être dégoûté par ces années de philosophie très scolaire à l'école, retrouveront un nouvel élan et une autre façon aussi de percevoir les choses. Oui, c'est très pédagogique. Hein, là, on sent quand même la prof derrière qui a l'habitude d'expliquer les thèses de grands philosophes à un public d'adolescents. Parce qu'à chaque fois, elle remet à la fois une touche de contexte philosophique pour comprendre la pensée, mais aussi pour ceux qui ne sont pas forcément fans d'Harry Potter, on a le contexte dans Harry Potter qui est assez brièvement, donc sans être lourd, remis. Ouais. Donc voilà, évidemment, on conseille aux lycéens qui préparent le bac philo, mais pas que. On conseille aussi aux plus âgés qui sont curieux de relire Harry Potter autrement. Donc, pour s'être fâché avec la philo et voilà. envie de redécouvrir la discipline. C'est ça. Donc, et il est très accessible. On le trouve un peu partout. En plus, il a été publié en poche, donc très peu cher, à moins de 10 €. Hein, c'est ça, oui, je l'ai eu à 9 ou 10 €. Mais par contre, s'il y avait une édition un peu plus travaillée avec des illustrations, etc., je le rachèterais. Je le rachèterais volontiers parce que c'est un très bel ouvrage. Ouais, elle n'a pas eu le droit à des belles éditions, comme on a cité avant. Mais on va passer du coup à un autre. Là, cette fois-ci, on retourne dans un ouvrage assez ancien, puisqu'il s'agit d'un ouvrage qui a été publié en 2010. Donc Harry Potter, mythologie et univers secret. Et donc, comme son nom ne l'indique pas, qui ne parlait pas de mythologie, mais bien de philosophie, puisque son titre en VO était en fait Harry Potter and Philosophy, Hogwarts for Muggles, par William Irwin et Gregory Bassam. Je ne suis pas trop sur la prononciation. Donc c'est un ouvrage collectif en fait. Les Irwin et Bassam ont dirigé l'ouvrage, mais c'est en fait une collection d'articles qui sont de plein d'auteurs différents. Donc là, je
crois qu'autour de la table, je suis la seule à Oui. l'avoir lu, celui-ci. Je confirme. Donc il y a une vingtaine d'articles qui balayent des sujets très, très variés. Beaucoup plus là que pour Marianne Chaillan, parce qu'on parle à nouveau de philosophie. Mais là, donc, c'est séparé en plusieurs grandes thématiques où il y a une thématique qui va un peu plus du côté politique, en fait, de philosophie politique, qui est très intéressante. On parle pas mal d'éducation aussi. On se pose la question de est-ce que le modèle éducatif à Poudlard est si bon que ça, ou plutôt est-ce qu'il n'est pas complètement mauvais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, des fois, il y a des articles, comme c'est un ouvrage collectif, et du coup, chaque auteur développe sa thèse dans son article, on peut avoir des articles qui, sur le même sujet, proposent des visions différentes, en fait. Donc, notamment, il me semble, sur l'éducation, il y a des gens qui débattent presque à distance, en fait, dans chacun de leurs articles, sur la manière dont on peut voir les choses. Donc voilà, ça c'est un avantage. En même temps, ce qui peut être aussi des fois un inconvénient des ouvrages collectifs, c'est que tous les articles ne sont pas du même niveau. Certains sont plus anecdotiques ou très courts et du coup très superficiels, et d'autres sont vraiment très très intéressants. Je me souviens, il y a toute une partie où il parle plus de l'âme, du corps, enfin de toutes ces thématiques-là de la philosophie, et notamment un qui parle des animagus, notamment je crois que c'est Sirius Black, homme ou chien, et donc sur toute une réflexion de qu'est-ce que ça fait en fait à l'âme de se transformer en homme, de se transformer entre un homme et un chien, ou du coup n'importe quel animal, et est-ce que quand Sirius est dans son corps de chien, est-ce qu'il a toujours une âme d'humain ou pas, enfin d'homme ou pas, enfin il y a toutes ces histoires, des choses auxquelles on ne pense pas forcément à la première lecture, mais qui m'avaient bien T'as bien amené vers plus de nouvelles réflexions. Oui, tout à fait. Donc, c'est un ouvrage pareil que vous pouvez trouver d'occasion en ligne, qui a une couverture digne d'une fanfic Drarry. Ah, c'était celui-là. Oui. C'est là que je t'avais demandé, mais tu lis des fanfictions. Harry, Donc, Draco. voilà, une édition pas très jolie, mais un contenu qui est assez sympa, ça se lit très bien, très accessible, donc pour adolescents, jeunes adultes, ça peut plaire un peu à tout le monde. Donc, Pour mettre ça dans les termes de Timon et Pumba, c'est un ouvrage un peu gluant, mais appétissant. C'est ça, je résume bien. Gluant, faut voir, mais non, mais c'est vrai que c'est en tout cas un des premiers ouvrages aussi que j'ai eu qui parlait vraiment de philosophie ou tout ça, donc c'était chouette. Donc on va passer à une autre section des sciences humaines et sociales avec un livre tout récent puisqu'il est sorti cette année en 2019 et un livre dont vous avez déjà entendu parler dans le podcast Aspic, puisqu'il s'agit de Le droit dans la saga Harry Potter par Valère Ndior et Nicolas Rousseau, qu'on a eu l'honneur d'avoir dans l'épisode 5, donc au moment de la sortie du livre, et où il nous avait présenté l'ouvrage, comment il avait été fait, et le site internet à la base, où avaient été récoltés les articles. Donc maintenant on a le livre entre nos mains et il est sublime, on peut le dire. Hein. Ah oui. L'objet livre est vraiment super. C'est un beau livre relié avec une couverture rigide, Plein de des dessins détails dessus. d'autres petites oreilles qui ressortent. Enfin, ça fait vraiment livre. Moi je trouve que ça fait vraiment manuel grimoire un peu de sorcellerie. La couleur mauve aussi, enfin violette, Ouais. je sais pas, moi je suis toujours très mauvais avec les couleurs, mais qui est la couleur des sorciers en fait. Et la couleur d'Aspic. La couleur d'Aspic, ça ne peut pas être un hasard. Donc à nouveau, c'est un ouvrage collectif avec une vingtaine d'articles. Il y a plus que 20 articles. Si, il y a une vingtaine d'articles, mais en fait, Une vingtaine de juristes. Oui, c'est ça. Et en fait, mais c'est vrai, quand on ouvre la table des matières, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, parce que la table des matières est hyper détaillée. On n'a pas seulement le titre de l'article, on a aussi tout son contenu par sous-partie. On reconnaît, je pense, là, les juristes qui sont très pointilleux dans le détail de ce
ce qu'ils présentent, avec à chaque fois des grands 4 petits A, petits B, enfin bref, c'est vraiment très très détaillé. Donc en fait, ça peut faire peur à une premier abord, mais quand on se plonge vraiment dans le détail, c'est beaucoup plus accessible qu'on pouvait Que le code le pénal. craindre. Ouais. Parce que bon, quand même, hein, c'est le droit, donc ça peut faire un peu Ça. peur, mais c'est pas du tout, c'est destiné vraiment autant à des spécialistes du droit qui peuvent s'amuser à retrouver des références dedans, mais aussi à des non-spécialistes. Il y a quand même, je pense, une dimension, enfin, vraiment une volonté de faire apprendre, enfin, voilà, d'enseigner le droit avec quelque chose de fun. Voilà, ce que nous avaient expliqué les auteurs, c'est que finalement Harry Potter, c'est quand même une œuvre de fiction qui a un univers, justement, un univers politique, des institutions extrêmement détaillées et développées, et donc qui permettent de faire beaucoup de choses d'analyse à ce niveau-là sur le droit magique, parce qu'on a énormément d'éléments sur le ministère, etc. Et donc du coup, là, voilà, enfin, le livre se divise en 3 grandes parties. On a justement donc une première partie consacrée aux institutions, une deuxième partie plus tout ce qui est criminalité magique, et une troisième partie sur les activités sorcières et les activités des sorciers et des créatures. Mais enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est le ton très humoristique et très décalé de beaucoup d'articles. Alors après, comme on l'a dit, chaque article est écrit par une personne différente. Voilà, chacun a forcément son ton, son style, mais on sent qu'il y a quand même eu une ligne éditoriale qui a été donnée, de dire voilà, amusez-vous. Et on sent que les auteurs se sont amusés en écrivant leurs articles, qu'il y a des blagues, il y a des jeux de mots de temps à autre dans les textes. Des fois, pour introduire certains articles, il y a des dialogues entre eux, enfin, voilà, notamment les deux directeurs d'ouvrage qui débattent, notamment par exemple, est-ce que Poudlard est une institution publique ou privée et donc voilà, donc c'est vraiment une discussion retranscrite qui est très légère à lire, qui est très agréable et qui est très drôle. Et du coup, c'est de très bonnes entrées en matière. Et même si après, il y a toujours des références style mais selon l'article numéro X de tel décret ou de tel. Je m'y connais pas du tout en droit, donc faut pas se fier à la façon de c'est très approximativement des choses. Mais voilà, c'est vraiment à chaque fois, voilà, si on prend tel truc, on peut en déduire que Poudlard, ça dépend d'un truc privé parce que si c'était public, il y aurait tel truc, tel truc, tel truc. Donc c'est très rigoureux. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la qualité de l'ouvrage, c'est que il y a quand même une grande... Enfin, c'est vraiment très fouillé, très recherché sur les textes de loi, c'est vraiment très très sérieux. Ouais. C'est fait avec sérieux, mais ils se prennent pas non plus trop au sérieux. C'est ça, mais avec quand même un ton décalé. Alors après, comme dans beaucoup d'ouvrages, il y a des petites fautes de factuelles sur Harry Potter. Sur le droit, je m'avancerai pas, évidemment. Oui, voilà. je pense qu'ils ont trouvé d'aligner là. Mais voilà, il y a des petites erreurs factuelles sur Harry Potter, ça arrive. J'espère, enfin voilà, le bouquin marche bien, donc je dis que s'ils le réimpriment, ouais, je pense qu'ils auront l'occasion de corriger ces petites choses qui passent comme ça. Mais... Et ça arrive, hein, il y a aussi ce genre de coquilles dans l'ouvrage qu'on a cité de Marianne Chaillan, des petites approximations. Mais c'est vrai que dans le cas d'Harry Potter et le droit, je pense que ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que c'est, je pense, la première fois qu'on a un ouvrage qui décortique aussi précisément le fonctionnement du monde magique en tant que tel. C'est vraiment... certes, on parle de droit, mais en fait, c'est juste... on se rend compte vraiment que le droit, ça permet de comprendre un monde, en fait. Comment le fonctionnement, parce qu'on a des thèmes comme l'économie, la fiscalité, mais aussi le droit constitutionnel, sur la gestion des prisonniers. C'est vrai que c'est quelque chose... on parle de toute la partie. Et parce que ce livre-là, là-bas, je l'ai acheté pour l'offrir à quelqu'un de ma famille qui est juriste. Et forcément, je l'ai feuilleté parce que c'est juste magnifique. En plus, j'adore les beaux livres, donc le papier est sublime, c'est très bien travaillé. Et puis, en fait, on le grignote vraiment. On va d'un article à l'autre, d'une section à l'autre et d'un thème à l'autre très facilement en changeant d'auteur. On parle de sport aussi. Voilà, oui, c'est vraiment très, très divers. Et comme c'est transposé à la vie moldue, on comprend un peu mieux ces principes de droit qui peuvent effectivement paraître des fois un peu costauds quand on n'a jamais mis le nez dedans.
Donc c'est super bien fait. Est-ce qu'on explique comment un auteur peut peut se faire financer alors qu'il suffit de copier-coller son livre par magie pour le vendre à 50 000 exemplaires? Ou comment Ollivanders peut survivre en vendant une baguette à 7 galions quand un crin de licorne en coûte 12? Ouais. Oui, ça peut pointer des absurdités en fait. Mais du coup, sans non plus, en rendant ça ludique, quoi. Donc sans spoiler, Ollivander ne fait pas que de la baguette, c'est ça? Et puis du coup, en partant, enfin vraiment, comme si, justement, comme si Harry Potter était un monde très carré et régi par des règles carrées de Moldu. Alors que, évidemment, c'est pas le cas, il y a plein de choses. C'est quoi la TVA sur la baguette? Plein de procédés magiques, voilà, mais qui peuvent pas être pris en compte parce que justement, là, l'idée, c'est vraiment de l'aborder comme nous, on aborderait ça avec nos lois. Alors, c'est vrai que, ils le font remarquer d'ailleurs, ils font référence au droit français, comme la plupart du temps, même s'il y a quelques notions de droit international. Mais donc forcément, voilà, Poudlard étant au Royaume-Uni et même en Écosse, où le droit, il y a quelques différences entre le droit écossais et le droit anglais sur certains points, notamment en privé l'éducation, ce que j'ai appris en lisant l'article sur le statut juridique de Poudlard. Donc voilà, c'est aussi, on se dit, bah, ça se passerait pas vraiment comme ça, mais justement, c'est pas forcément ça le but, c'est juste d'essayer de dégager une logique sur l'organisation interne, et ça c'est génial parce que on repense à des petits détails et on voit à quel point justement l'univers est fouillé, parce que un petit détail ici, il a énormément de conséquences sur la conception du monde, notamment au début quand on parle de Arthur Weasley qui écrit ses lois sur l'usage des objets moldus. Mais qui aussi du coup lui il les fait passer sans souci, c'est lui qui les fait appliquer et donc c'est quelque chose complètement anti-démocratique, donc c'est un petit détail comme ça dans une conversation, et en plus il respecte pas, c'est ça, qui s'arrange pour avoir des lacunes pour un bien, pour un profit personnel, et voilà, et c'est des petites phrases glissées comme ça qui ont un impact fort en fait sur ce qu'on sait de l'univers et sur son fonctionnement. Donc bref, on approuve à fond. Donc un magnifique cadeau là en cette fin d'année à faire. Speak approved. C'est ça. Et on dit pas ça parce que ça a été nos invités, mais bon, on est quand même contente d'en reparler. Et on voulait aussi parler d'un autre livre plus ancien cette fois-ci, qui s'intitule Harry Potter ou l'anti-Peter Pan, d'Isabelle Cany, publié en 2007. Alors, je me souviens de l'avoir lu, mais mes souvenirs remontent à assez longtemps. 12 ans. Je me souviens de l'avoir lu aussi, et mes souvenirs remontent sans doute à aussi longtemps. Donc, est-ce qu'on peut partager nos souvenirs? Donc là, on est dans de l'analyse littéraire et tendance freudienne. Tendance freudienne psychanalytique. Donc, c'est un livre. Donc, la thèse du livre est assez claire à la base dans le titre, Harry Potter ou l'anti-Peter Pan. Donc, c'est l'idée que Peter Pan, c'est l'enfant qui ne devait pas grandir, et là, au contraire, Harry, c'est une histoire de se dépasser, de passer de l'enfance à l'âge adulte, d'accepter la fin de la magie de l'enfance, avec un monde magique qui est fantastique, où tous les adultes sont un peu infantilisés, et avec quelques exceptions, mais où il faut accepter de se séparer de Poudlard et de grandir. Ce qui colle assez fort à l'idée d'un roman initiatique, en fait, tout simplement. Mais on a aussi un côté un peu effectivement freudien, psychanalytique, le fait que les hommes sont infantilisés, sont des grands enfants, tandis que les femmes sont toutes plus adultes, plus matures, plus droites. Et donc on a quand même une opposition homme-femme avec les objets magiques qui sont des symboles phalliques. Oui, j'ai ouvert au hasard, je tombe sur le thème baguette serpent et manche à balai de la vérité magique. Voilà, tout à fait.
Donc on parle quand même que les serpents s'attaquent toujours aux femmes, hein, en oubliant Ernie, Macmillan. Woody. C'est pas Ernie qui était très Ah oui, Ouais, c'est vrai, c'est oui, Colin. c'était un effet. Justine C'était Colin. Fletcher. Ouais. Ouais, Justine. Puis Colin. Et Colin Creevy, oui. Et- Donc il y a voilà, il y a ce côté-là qui est un peu particulier. Après, on a aussi des parallèles avec de la littérature. Donc on a notamment un très grand passage sur l'île au crâne de Horowitz, que je n'ai malheureusement pas lu. Donc quand j'ai lu le chapitre, je ne pouvais pas avoir... je peux difficilement juger de l'apport ou quoi que ce soit, ou de l'exactitude de l'idée. Mais c'est néanmoins un livre qui reste intéressant par certains aspects, en tout cas voilà, la lecture sur certains parallèles littéraires avec Peter Pan, avec Horowitz, avec Alice au Pays des Merveilles, avec Lewis Carroll, et qui soulève, qui rappelle quelques détails aussi de l'histoire, qui soulève quelques points intéressants. J'en avais noté un à la base, que j'avais évoqué et que je pensais évoquer. Ouais, pendant que tu le retrouves, c'est vrai que voilà, je pense que c'est là pour le coup, on est vraiment dans un ouvrage qui s'adresse à un public adulte et plutôt érudit, puisque c'est en fait ça donne une bonne. Si vous posez la question de à quoi ça ressemble une, une étude littéraire où on expose une théorie et où voilà, on rassemble. On part sur un thème et puis on récupère tous les indices qui nous permettent de supporter notre hypothèse. Voilà, c'est un bon exemple. On peut être d'accord ou pas avec l'ensemble, on peut accepter certains arguments et moins d'autres, mais en tout cas, c'est vraiment Isabelle Cany va au bout de son idée et rien que pour ça, c'est quand même intéressant. Oui, voilà, j'ai retrouvé l'élément du coup que je cherchais. Parce que dans cette idée de magie qui est liée à l'enfance, dont il faut pouvoir passer outre il y a un passage sur l'idée que l'ultime secret du cycle Harry Potter est donc la non-maîtrise des pouvoirs des sorciers, la possibilité que cette magie qui jaillit innocemment dans l'enfance, qui permet tant d'inventions facétieuses et qui enchante si bien les lecteurs, demeure à jamais incontrôlable. Et c'est un passage en fait qui est entouré d'un texte sur Ariana, qui, dans le livre de Cany, est appelée Ariane, parce qu'elle fait en plus un lien avec le fil d'Ariane. Malheureusement, elle tord un peu là le nom, mais on ne peut pas faire passer ça pour une erreur, on va dire. C'est vraiment, elle a sciemment décidé de l'appeler Ariane. Peut-être qu'elle travaillait sur base de la version anglaise et pas de la traduction à cette époque, quand elle a écrit ce chapitre. Mais donc, c'est très intéressant à mettre en perspective avec les théories actuelles sur Ariana Obscurial, puisque ici, on a vraiment un chapitre qui parle de la maîtrise et du contrôle de la magie, et cette idée de force intérieure magique qui explose, qui est incontrôlable, c'est vraiment matérialisé dans les Obscurus des Animaux Fantastiques. Donc, c'est intéressant dans ce sens-là de pouvoir replonger dans ce livre et de voir certaines théories, certaines idées qui sont évoquées, et à quel point elles peuvent faire écho à des discours qui sont actuellement tenus dans le fandom et dans les nouveaux films de J.K. Rowling aussi. Ça apporte un peu de l'eau au moulin de cette thèse et ça lui apporte un nouvel éclairage. Donc c'est un livre que je relirai sans doute maintenant avec cette nouvelle vision pour certains aspects. Donc c'est intéressant de se pencher dessus à l'heure actuelle. Bah ouais, c'est intéressant, ça me donne envie là, d'y retourner aussi. Mais c'est vrai que c'est dans tous les ouvrages qu'on a cités, voilà, c'est toujours intéressant de retrouver, alors même si parfois les auteurs peuvent aller un peu loin dans peut-être des intentions qu'ils peuvent prêter à J.K. Rowling qui étaient plus ou moins... On ne peut pas savoir si tout était présent ou pas, mais là c'est vrai que dans le cas d'Ariana Dumbledore, c'est hyper intéressant de voir tout d'un coup qu'une chercheuse en littérature avait pointé cette thématique et que voilà, cette thématique devient au centre d'une nouvelle exploration de la part de J.K. Rowling, de son univers. Donc c'est quand même assez...
vertigineux. Je dois en toute honnêteté également préciser que ce livre, je l'ai lu avant de faire mes études de littérature. Donc ma vision du livre a potentiellement fort évolué depuis que j'ai dû produire ce que certains qualifieraient de pareil bullshit. Le livre que j'ai ici est donc puissamment annoté avec moult marque-pages laissés à l'époque de ma lecture. Et donc le passage que je viens de lire sur Ariana est marqué d'un marque-page qui dit « This is bad ». Et il y a plusieurs passages qui sont comme ça, voilà, très très critiques de l'ouvrage. Je pense que ma vision a un peu changé et, sur la perception, parce qu'il faut vraiment se dire que ce genre de bouquin ne cherche pas à dire ce que l'auteur a cherché à dire, mais bien ce que les symboles peuvent révéler et ce que ça peut apporter comme nouvel éclairage sur le roman et sur l'histoire. Et c'est pas une affirmation que ce qui est dans le livre est vrai, mais c'est une vision de l'œuvre et de ce qu'elle peut apporter, et une manière de souligner le message de l'œuvre. Et donc ici, c'est vraiment le cas, comme je disais. Harry Potter, l'anti-Peter Pan, c'est assez logique dans le cadre d'un livre d'apprentissage et d'éducation et de coming of age story, comme on dit en anglais. Donc vraiment l'idée que Harry grandit et doit apprendre à vivre, à évoluer. Voilà. Bon, en tout cas, on vous a donné plein d'idées de lecture. Évidemment, c'est une sélection, hein. On n'a pas été exhaustif sur tous les livres qui ont été écrits sur Harry Potter. On vous a donné que des ouvrages qui sont accessibles en français. Évidemment, la littérature anglophone est très, très riche. Et du coup, on voulait faire un tour de table sur nos préférés. Parce que je sais que Alix, tu voulais peut-être en citer un. Oui. Qui est ton petit chouchou, mais qu'on n'a pas pu mettre dans la sélection parce qu'il est malheureusement pas traduit. Alors, il n'est pas traduit, et aussi parce que c'est pas tout à fait, enfin c'est pas vraiment un livre d'analyse. Alors voilà, pour Aspic, c'est quand même un peu le but, c'est de proposer des livres qui proposent une analyse de l'œuvre. Il n'est pas traduit en français, il ne le sera sans doute jamais, parce que ça n'aurait plus de sens aujourd'hui, il serait un peu dépassé. Daté. Il faudrait leur mettre à jour. Et donc c'est Harry Her History, qui reprend le titre de Hogwarts Her History, qui est le titre original de l'histoire de Poudlard en VO, de Melissa Anelli, qui a donc été publié en 2008, juste après la sortie du tome 7. Et donc, Melissa Anelli, pour ceux qui ne le savent pas, c'est techniquement toujours gérante actuelle, mais comme elle dit elle-même, elle ne gère rien du tout, du site The Leaky Cauldron, donc qui est un des sites de fans anglophones les plus importants. Historique. Voilà. Qui fête ses 20 ans en 2020. Comme la Gazette. Et donc, elle n'a pas créé le site, mais elle a été à la tête de la direction du site pendant très longtemps. Et c'est elle aujourd'hui qui a créé la Liquicon et toutes ces conventions-là. Et donc, elle a écrit ce livre sur le phénomène Harry Potter en ligne, l'histoire de son fandom, et justement comment le succès de Harry Potter a été vécu par les fans. Qu'est-ce qui se passait pendant que les livres sortaient, pendant que tout ce qui se passait de manière très officielle au niveau de Warner Bros, qu'est-ce qui se passait sur internet. Et c'est vraiment, enfin, moi je trouve ça toujours très émouvant des fois de relire juste des petits passages comme ça, parce que enfin voilà, c'est vraiment une très belle archive de la Pottermania. Il y a plein de petites anecdotes sur voilà, dès qu'il y avait une information qui tombait, comment c'était traité. Le début est extrêmement prenant, parce que alors, il y a une préface de J.K. Rowling. La classe. Et pour faire ce livre, elle a eu 2 jours d'interview avec J.K. Rowling, une interview exclusive. Donc c'est un accès qui n'a jamais été quasiment donné à quiconque d'autre. Donc, il y a vraiment Encore moins à des fans. Quoi ? Encore moins à des fans. Et donc c'est vraiment
un livre assez unique en son genre. Et donc il y a cette préface de J.K. Rowling, et après, le premier chapitre, c'est les rumeurs qui commencent à circuler sur le titre du tome 7 va être... Alors, non, pas le titre, la date de sortie du tome 7 va être annoncée. Et donc, ils sont tous en train de s'appeler. C'est pour maintenant? Oui, attends, c'est pour tout de suite. Attends, je commence à préparer l'article en ligne. T'es prêt à publier? Oui, attends. Alors, avec l'internet de l'époque, avec des contraintes techniques qu'on n'a plus aujourd'hui, oui, c'est vraiment ça cette fois-ci. C'est pas une rumeur, c'est officiel. Et qui sont prêts, que tout est prêt, qui sont prêts. Et vraiment, on sent la tension dans ce chapitre. C'est incroyable. Et ils ont la date, l'info elle tombe, ils écrivent super vite. Ils double-croisent tous leurs mails avec les officiels pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite ou quoi, que tout est... Enfin, qu'il n'y a pas de fuite, mais il n'y a pas d'erreur, etc. Et ils publient, et tout de suite, il y a plein de réactions. Alors, du coup, c'était 2007 à l'époque, où ça devait être plutôt sur les forums, les réactions, et pas de réseaux... Enfin, si, c'était le tout début de Facebook, mais c'était pas les réactions d'aujourd'hui. Et déjà dans les 3 minutes, les gens me disaient mais comment ça se fait? Oui, c'est ça, c'était pour la date de sortie. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore le compte à rebours sur le site et tout? Oui, ça arrive, ça arrive. Et il y a... et voilà, et ça... Je pense que c'est très... c'est un très bon rappel et une très bonne transposition de la frénésie, en fait, qu'il y avait en ligne dès que J.K. Rowling postait sur son site internet. Dès qu'il se passait quelque chose, il y avait vraiment un engouement palpable et qui donnait lieu à des dizaines de théories et des heures de débat et des nuits blanches. Mais c'est un super complément, mine de rien, à l'épisode qu'on avait consacré au fandom, avec, tout à fait. Avec nos invités spécialistes du fandom. Je pense que ça doit être un ouvrage qui doit passionner les chercheurs. Elle parle de fanfiction, non? Des productions de fans? Oui, elle en parle. Elle parle de Wizard Rock elle aussi. Parle de Wizard Rock. Ah, il y a des photos dedans aussi, des premières représentations des groupes Harry and the Potters. Il y a des photos avec des acteurs, avec J.K. Rowling, avec des groupes de fans, avec des écoles. Enfin, le décalco, la tatouage éphémère du plan de Londres pour le mettre sur son genou, c'est fourni avec. Ah, c'était ton marque-page. D'accord. Je trouvais ça fun. Mais voilà, ça parle vraiment de plein de choses. Et notamment, il y a, quand J.K. Rowling le préface, elle souligne ce qu'elle n'avait pas suspecté sur les shipping wars, donc la guerre des ships, qui avait lieu en ligne sur les couples que les gens supposaient qui allaient se former sur la fin de. Parce qu'il y a même eu des statistiques, hein, c'est impressionnant. Oui. Et donc voilà, donc il y a les paragraphes sur des chapitres sur les spoilers, sur les questions d'accès, sur tous les débats aussi au niveau des livres qui étaient bannis dans les écoles, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. C'est un livre d'histoire maintenant. Ah oui, mais c'est vraiment ça. C'est l'histoire en train de se faire, mais maintenant je pense que voilà, il y a plus de 10 ans. C'est un livre, c'est une vraie, un vrai témoignage. C'est un document historique. Ouais. Maintenant, les historiens peuvent se pencher dessus. C'est ça. Et le traduire en français. En tout cas, voilà. Voilà, s'il y en a parmi vous qui lisent l'anglais, c'est un ouvrage de collection pour... voilà. Et Alix nous brandit sa dédicace de l'autrice. Voilà, donc moi si vous lisez l'anglais, je vous le conseille vraiment, vous le trouvez d'occasion très facilement. Je pense pas que... on le trouvera sans doute pas en librairie en France, mais vous le trouvez sur internet pour faire commander chez votre libraire. Mais voilà, si vous lisez l'anglais, je vous le conseille vraiment. Et je ne trouve pas que c'est un anglais qui est difficile à lire. Parce que voilà, c'est un style très simple, voilà, ça parle d'un sujet qu'on connaît. Et le ton reste très... c'est léger, c'est de la non-fiction, c'est donc... voilà, c'est quelqu'un qui vous raconte, qui vous raconte les 10 dernières années de sa vie. Donc voilà, ma petite recommandation personnelle. Alors, est-ce qu'on fait un dernier tour sur il y a un livre qu'on n'a pas encore évoqué sur la philosophie qui s'est échappé de notre... qui nous a échappé, c'est Harry Potter et la philosophie, petit traité à l'usage des moldus.
D'accord. qui est édition Michel Lafon, qui est aussi une traduction, sous la direction de David Baggett, Sean Klein et William Irwin. Ah non, c'est pas le même Irvine, c'est un autre. C'est un autre Irwin. Irwin, c'est avec un W. Oui, là aussi. C'est peut-être Mais le même, hein. qui est, Avec un autre qui est titre. un vieux livre de 2004, Ah oui. qui est un livre de traduction avec de philosophie traduit, qui est assez amusant parce que les chapitres, les thèmes ont été répartis par 4 maisons. Oui, mais il y en a une, je la reconnais pas, la Non. peau de souffle. Pout de souffle, c'est difficile de C'est une savoir ce que 5e c'est. maison. Voilà, mais l'idée donc c'est d'avoir réparti Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard et Serdaigle, et de nouveau ça aborde des thèmes assez diversifiés sur la discrimination, la justice sociale, le courage de Harry Potter, une question sur l'ambition est-elle une vertu, donc est-ce que les Serpentards ont leur place à Poudlard? La réponse est oui. Voilà, donc, sur le Serdaigle, question métaphysique, la réalité, l'espace, le temps, la magie, l'identité, le moi, le surmoi. Donc on a vraiment des thèmes assez larges, ça se lit assez facilement, et donc voilà, on a cette approche assez amusante d'avoir regroupé sur les 4 maisons les thèmes abordés. Voilà, un petit bonus ancien, donc pareil, a priori, à trouver plutôt d'occasion en ligne. Donc, est-ce qu'on réussit à faire notre tour de nos préférés? Oui, Si elle bah, veut du coup. me dire. Moi j'ai fait mon. Voilà, donc Alix nous a déjà partagé son chouchou. Moi j'ai utilisé ma carte blanche sur Harry Potter et la philosophie pour compléter le petit traité à l'usage des moldus. Ouais, moi je La l'ai dit, réaction. c'est l'encyclopédie du monde antique parce que je pense que c'est un cadeau que vous pouvez facilement le faire à Noël sans trop vous tromper. Oui, c'est. Voilà, il peut plaire à un assez large public, c'est pour ça que celui-là je le recommande. Et moi, je vais retenir Harry Potter à l'école de la philosophie par Marianne Chaillan, aussi pour raison totalement personnelle que d'avoir assisté à la toute première conférence de Marianne Chaillan sur le sujet en 2012 a probablement été le déclic qui, bien des années plus tard, s'est concrétisé dans la création du podcast Aspic avec Alix et la Gazette du Sorcier, tout simplement parce que ça a été la révélation que mais on peut utiliser la philosophie, on peut utiliser les sciences sociales, on peut utiliser on peut étudier Harry Potter sérieusement et que ça soit intéressant et pas du tout et captivant. Et du coup voilà pour le déclic que ça a été pour moi il y a maintenant pas mal d'années. Donc on espère qu'on vous a donné plein d'idées pour passer l'hiver au chaud sous un plaid à bouquiner. Et n'hésitez pas à nous partager vos livres préférés, s'il y en a qu'on n'a pas cités, ou si parmi ceux qu'on a cités, il y en a que vous connaissiez déjà et que vous aimez. N'hésitez pas à nous partager tout ça sur les réseaux de la Gazette. On rappelle que c'est une sélection vraiment Bien sûr. d'une série de livres, qu'il y en a plein d'autres qui ont des qualités variables, mais que là on voulait vraiment parler de ceux qui nous ont marqués ou qu'on a trouvé particulièrement intéressants ou qu'on trouvait particulièrement intéressant de réaborder parce qu'ils ne sont pas spécialement connus de tous, et donc Ouais. attirer l'attention sur des perles parfois cachées ou moins cachées, mais Et des différentes époques aussi, pour se rendre compte que commence à avoir plus de 20 ans d'histoire, d'ouvrages aussi, de commentaires sur Harry Potter. Donc, Avec des couvertures qui ont parfois mal vieilli. Passer au-delà de la couverture, c'est vraiment important. Oui. Mais du coup, on remercie Naria et Panta d'avoir été nos invités pour cet épisode. De rien. Et on espère voilà, que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. On vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux de Aspic et de la Gazette, donc sur Facebook, l'Académie des Sorciers, sur Twitter, Aspic_GDS. Vous pouvez aussi retrouver donc, tous les épisodes
sur SoundCloud évidemment, sur YouTube en différé et sur toutes les autres plateformes de podcast. Et on est sur Spotify aussi. On est sur Spotify. Et on vous rappelle que si vous ne trouvez pas Aspic sous le nom l'Académie des Sorciers ou Aspic, cherchez sous le nom les podcasts de la Gazette qui sont répertoriés avec Salut les Sorciers sous un même flux RSS pour des raisons financières. Des raisons de coût d'hébergement, voilà. Donc voilà, merci à tous. Merci pour la musique. Merci à Caligula qui a composé le thème du générique d'après des musiques de John Williams et Patrick Doyle. Merci à Louise pour tout l'aspect technique, donc graphisme, montage de l'épisode. Et on vous dit en 2020 pour une nouvelle année de